Ventfort, observant de loin, frissonna. Cette énergie n'était ni magique, ni humaine. De la sorcellerie, murmura-t-il. Puis, plus fort, ce duel est souillé. Je ne reconnais pas cette victoire. Il serra le poing et ordonna à ses troupes. Qu'on fasse plier ces barbares du petit royaume de Démitrie. Les soldats de l'Empire chargèrent en rugissant. Kevin grinça des dents et murmura. C'est bas, très bas. Roman posa une main sur son épaule. Laisse-les venir. C'est mon tour. Le garçon le regarda, surpris. Son maître avança d'un pas, son regard fixe, tranquille comme s'il dominait déjà le champ de bataille. Dans le monde d'origine de Roman, 10 ans avaient passé depuis la mort de Démon Céleste. Sur une mer de brume, un jeune guerrier voguait en barque avec son maître. L'eau miroitait autour d'eux, apaisante. Le disciple, curieux, demanda « Maître, était-il vrai que le démon céleste avait conquis tout le royaume céleste de Murim ?» Le vieil homme, tenant l'aviron, hocha lentement la tête. Le jeune homme continua. « Quand je suis arrivé sur les plaines centrales de Murim, la secte démoniaque avait déjà tout soumis à ses pieds. » Le garçon fronça les sourcils. Alors, tout ce qu'ils disent de lui était vrai. Le maître leva un regard vers son disciple. Puis il avoua. Oui. Ce jour-là, le démon céleste anéantit seuls les moines de Shaolin. Depuis, nul n'a osé rêver de victoire contre lui. Le maître, songeur, déclara qu'il ne serait pas exagéré de dire que cet homme avait à lui seul changé le monde. Son maître sourit et leva une main vers le ciel. On raconte qu'il atteignit le stade céleste, dernier degré de la maîtrise. Demanda le disciple curieux. Le maître expliqua. L'étape humaine est la base. Elle forge le corps et ouvre le cœur à la nature. L'étape terrestre est la fusion avec le monde. Et l'étape céleste transcende tout le reste. Le garçon ouvrit les yeux, ébloui. Le vieil homme, pêchant calmement, ajouta. Le démon céleste dépassait toute explication. Au présent, Roman sentit alors une flamme ardente s'allumer en lui. Il comprit qu'il venait d'atteindre le stade de la terre. Sur le champ de bataille, la terre craqua sous ses pieds. Ses disciples, Chris et Kevin, le regardaient, stupéfaits. Des fissures se formaient autour de lui, comme si la planète elle-même se pliait à sa volonté. On disait que le démon céleste avait créé 9 styles d'épée suprêmes, chacun possédant 9 marches auxiliaires. Les soldats de Chronos commencèrent à s'effondrer, engloutis par le sol. Au centre du chaos, Roman resta immobile, calme, les yeux mi-clos. Hannibal, l'un des généraux impériaux, serra les dents. Qu'est-ce que, cette pression? Même l'air se déchire. Roman leva son épée. Un seul mouvement suffit. L'air explosa. Une onde de choc projeta les ennemis dans le ciel. Les cris fusèrent. Les corps retombèrent, brisés. Hannibal se redressa, haletant. Il devait tuer cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Mais déjà, Roman s'approchait. Un pas, un souffle, une lumière. Il frappa le sol du pied. Une énergie sombre jaillit, engloutissant l'air comme de l'eau. Un ouragan noir balaya le champ de bataille. Ventfort se protégea le visage, ne comprenant pas ce pouvoir. Quand la tempête se calma, un cratère béait au milieu du terrain. Du sang. De la fumée. Hannibal gisait au bord du gouffre, respirant à peine. Il baissa les yeux, sa jambe n'était plus là. Un hurlement lui échappa. Roman s'approcha lentement. « Tais-toi !» Le chevalier tenta de se retourner. Roman murmura. « Tu torturais tes prisonniers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te rendrai la pareille. 1000 fois pire. » La lame s'abattit. Un bras tomba. Puis une jambe. Le sang gicla. Hannibal hurla, implorant pitié. « Grâce. Je t'en supplie. » Roman leva la tête, ses yeux d'acier brillant d'un éclat inhumain. « C'est ma façon de survivre. » Il commença arrachant une par une les dents de sa victime et jeta la tête mutilée au sol. Au loin, Ventfort, horrifié, cria « Assez. Tu as franchi la ligne. Ce n'est plus un combat, c'est un massacre. » Roman ne répondit pas. Autour de lui, les armures brisées des soldats de Chronos gisaient dans le silence. Et sur cette terre gorgée de sang, le nom de Démitrie se grava à jamais comme celui d'un démon que nul ne pourrait oublier. Ventfort fut apeuré par la puissance qu'il voyait. Les yeux du jeune homme brillèrent d'une lueur surnaturelle, tandis qu'il déclarait d'une voix calme mais implacable que quiconque voulait le combattre devait s'attendre à affronter l'impossible. Le véritable démon céleste venait de renaître. Son corps se couvrit d'une énergie noire, dense comme la nuit. Autour de lui, les soldats frémirent, paralysés par la peur. Soudain, un éclair éclata dans le ciel, un grondement fit trembler la terre. Dans la lumière aveuglante,
une silhouette sombre apparut. Séphir, le mage du 8e cercle. Il s'avança lentement, le regard dur, tandis que les éclairs se succédaient autour de lui. L'archimage plissa les yeux. C'était bien lui, la première épée du continent. Même ainsi foudroyé, Roman resta debout, immobile, l'épée dans la main. D'un ton mesuré, Séphir admit que ce guerrier l'intriguait, il voulait savoir quel homme osait encore défier l'Empire. Levant sa main, il fit apparaître un nuage d'énergie noire et bleue. Contre un monstre de ton genre, les simples soldats ne servent à rien. Je suis un monstre, moi aussi. L'air vibra. Une aura bleutée enveloppa le magicien, trahissant une puissance qu'on disait appartenir à une légende. Le 8e cercle, un niveau que beaucoup croyaient inexistant. Autour d'eux, le ciel se noircit. D'un murmure, Séphir lança un sort interdit. Les mains des soldats morts surgirent du sol, les cadavres se levèrent, pantins décharnés. La magie noire la plus impie de toutes. À quelques mètres de Roman, Hannibal, gisant au sol, eut un dernier sursaut avant de tousser du sang. Sans un mot, Roman trancha sa tête. Le jeune maître observa la scène et déclara, impassible. Un tour de passe-passe intéressant. Au-dessus d'eux, les nuages s'épaissirent encore. Séphir, furieux, leva les bras au ciel. Une pluie de foudre s'abattit sur la plaine. Mais la lame de Roman s'enveloppa d'un talon noir. Face à cette menace, Roman resta impassible. Tout l'air autour de lui semblait se plier à son aura. Levant sa lame, Roman fendit l'éclair en deçant le moindre effort. Le mage recula, stupéfait. Personne, jamais, n'avait osé défier le ciel lui-même. Aussitôt Roman bondit sur le mage, son corps pulsant d'une aura violette. Le mage leva la main et cria aux esprits sous son contrôle de le protéger. Mais en quelques coups de lame, Roman les avait tous pulvérisés. À cet instant Roman sentit une puissance noire s'abattre sur lui sous la forme d'une main gigantesque. Résistant tant bien que mal, le visage de Roman restait calme et serein. Puis d'un coup il trancha en deux cette énergie inconnue. Pris de colère, le regard du mage s'enflamma. « Assez !» cria-t-il. Pendant un instant, Roman semblait surpris, comme étonné de la magie qui avait été utilisée. D'un geste, Séphir forma un dôme d'énergie sombre autour d'eux. La lumière et les ombres s'entremêlèrent. Puis, soudain, tout disparut, ne laissant derrière que de la poussière et des traces de magie dans l'air. Sur le champ de bataille, Kevin cria le nom de son maître, la peur dans la voix. Un cratère immense s'était formé là où il se tenait. Ventfort, figé, leva lentement la main, incapable de parler. Mais son instinct prit le dessus, « Maintenant !» hurla-t-il. « Tant que Démitri n'est pas revenu, frappez. Écrasez-les tous. » Les soldats impériaux s'élancèrent, galvanisés. Face à eux, Chris resta immobile, observant les troupes sans leur chef. Il sentit la panique les gagner. Sans Roman, leur courage vacillait. Alors, il serra les poings. S'il n'est plus là, alors je prendrai sa place. Le jeune commandant se plaça en avant. Suivez-moi. Son cri résonna sur la plaine. Les épées jaillirent de leurs fourreaux. Les troupes de Démitri chargèrent à leur tour. Le choc fut titanesque, acier contre acier, lumière contre ombre. Chris fendait l'air de sa lame, chaque coup repoussant plusieurs adversaires. Autour de lui, ses camarades reprirent espoir. Mais déjà, Ventfort préparait sa riposte. Le vieux général leva la main, ordonnant d'invoquer la puissance des mages du Phénix. Des cercles magiques s'ouvrirent dans le ciel. C'est alors qu'au même moment une lumière dorée déchira les nuages. Une guerrière enveloppée d'une aura dorée. Sa voix résonna, pure et ferme, assez. Les deux armées s'immobilisèrent. Les chevaliers de Chronos se figèrent, comme s'ils étaient conscients de la puissance de ce nouvel adversaire. La silhouette descendit lentement du firmament. Une femme vêtue d'une armure d'argent, auréolée d'un talon divin. Elle fit un geste de la main. Des rayons de lumière se déployèrent tout autour d'elle. Une pluie de bénédictions tomba sur les soldats. Chris baissa les yeux. Ses blessures se refermaient. Il sentit la chaleur douce d'un pouvoir divin. La jeune femme monta sur un cheval de lumière, et d'un mouvement du bras, appela ses chevaliers. Les nouveaux venus traversèrent le ciel éblouissant de lumière. Un sillage d'or marqua leur passage. Tranchant au passage les chevaliers de Chronos. Ventfort, bouche bée, recula d'un pas, c'est impossible, à ce rythme, nous sommes perdus. Il leva la main, ordonnant la retraite. Repliez-vous. Retournez à la forteresse. Mais une flèche sifflante perça l'air. Elle se planta dans sa poitrine, transperçant son armure. Sur les remparts, l'archère Flora abaissa son arc, le regard froid. Aux côtés de Flora,
Félix et le capitaine se tenaient prêts à passer à l'action. Ventfort écarquilla les yeux. Avant même qu'il ne s'en était rendu compte, il avait été encerclé. Il s'effondra, sa longue expérience prenait fin. Aussitôt Félix, le mage de la tour du Phénix de Démétrie, leva les bras préparant un sort de flammes infernales. Les troupes impériales se figèrent. Autour d'eux, les flammes du Phénix et les éclairs de la magie divine ravageaient le champ. Le camp de Cronos se disloquait, encerclé entre les mages du Phénix à l'avant et les soldats l'alliance de Démétrie à l'arrière aux côtés des chevaliers dorés. Chris serra la garde de son épée et cria « L'avantage est à nous. Qu'aucun d'eux ne quitte ce champ vivant. » Flora, penchée sur le parapet, confirma « Le commandant ennemi est mort. À présent, attaquez !» Et tandis que les armées de Cronos s'effondraient sous la lumière et le feu, le nom de Démétrie résonna une fois encore. Non plus comme celui d'un seigneur rebelle, mais comme celui d'un héros que même les dieux semblaient vouloir protéger. Les chevaliers levèrent les bras, acclamaient leur triomphe, tandis que Chris remerciait l'armée de l'inconnu. Le vice-commandant fronça les sourcils et demanda qui elle était. Isabelle déclara alors, debout face à lui, que derrière les chaînes de montagnes sans fin se trouvait l'unique royaume humain d'Arcadia. Elle affirma, les yeux mi-clos, qu'elle en était la souveraine, la reine du royaume de Luna. La scène nous transporte dans des ténèbres, des yeux luisants apparaissaient. On disait que ce lieu n'était qu'une subdimension saturée d'une énergie noire et malveillante. Les monstres se tenaient alignés, soumis à une voix grave affirmant que tout obéissait à sa volonté et que les ombres de la mort surpassaient de loin n'importe quelle engeance mortelle. Pourtant, cette voix qui se trouva être le mage Séphir, avouait ne pas comprendre pourquoi il était en train de perdre. Des torrents d'aura sombre percutèrent le sol. Le jeune héros esquissa un sourire, trouvant la scène curieuse. L'archimage du 8e cercle, irrité, posa sa paume contre sa poitrine, choqué par l'état de son aura. Roman fit alors un pas, le pas dominant du démon céleste. Lorsqu'il acheva le 7e, une lumière éclatante jaillit sous ses pieds. Il déclara que tout allait se terminer ici, ajoutant que nul, dans tout le tumulte du plan médian, ne pouvait contrer ce coup. Ses pupilles se rétrécirent, et il provoqua son adversaire en lui suggérant d'essayer de l'arrêter, s'il en avait la force. Une colonne d'énergie puissante surgit du sol. C'était la deuxième technique du sabre du démon céleste, le second style de son ultime stade. Au centre du gigantesque cratère laissé par l'attaque, une silhouette humaine apparaissait. Séphir, couvert de terre, criait de douleur et songeait que ce pouvoir n'avait même rien de divin. Il refusait de croire qu'il avait perdu. Roman lui ordonna de ne pas mourir encore. En serrant le poing, il affirma qu'il devait comprendre pourquoi l'Empire cachait sa véritable force capable de conquérir tout le continent. Une lueur magique enveloppa soudain sa main. Des yeux flamboyants se révélèrent à travers une brume étrange. On murmurait qu'il s'agissait de l'arcane secrète du démon des illusions, celle qui terrifiait tout le Murim. Une fois qu'elle pénétrait l'esprit d'un homme, elle embrouillait la conscience au point de le transformer entièrement. C'était, disait-on, une lame invisible que même Roman peinait à utiliser. En saisissant la tête du mage, il estima qu'il avait 3 secondes pour en extraire les souvenirs. Les yeux rouges se troublaient déjà. Dans le même temps, il aperçut Sven. Il aperçut également le mystique, un sourire sur les lèvres. Une lame nette descendit du haut vers le bas. Un visage trouble. Roman, stupéfait, demeura bouche close tandis que les fragments de la silhouette de pierre retombaient au sol. À ce moment, il se demanda qui était cette personne. L'instant d'après, Roman avançait ensuite le long de la falaise, les lèvres abaissées, se demandant si les chaînes de montagnes sans fin commençaient ici. Il songeait que la magie noire du sous-espace s'était dissipée avec la mort de Séphir, mais ignorait pourquoi il se trouvait en ces lieux. Le successeur de la famille Démétrie, dissimulé derrière la montagne, décida qu'il devait d'abord rentrer chez lui. Hans leva la main pour demander si le jeune maître ne devait pas être sur le champ de bataille. S'approchant d'un petit piédestal où reposait une pierre magique, Roman répondit que les circonstances l'Y avaient conduit, et précisa qu'il partirait pour Cairo le lendemain. En apprenant la victoire d'Isabelle par communication magique, il lui avait promis de la retrouver à Cairo. En songeant au fait, il se dit qu'il devait vérifier quelque chose avant son départ. Il se rendit alors à la bibliothèque des Démétries. D'un doigt, il tira un ouvrage de l'étagère et en ouvrit les pages. En parcourant les pages avec minutie, une histoire attira son attention. Il découvrit l'histoire de Maximilien, un épéiste errant qui avait bouleversé tout le continent salamandre. Son cercueil, couvert de fleurs blanches, témoignait de l'honneur qu'il avait reçu après avoir attiré l'attention de l'empereur Cronos et obtenu le titre de comte, consacrant sa vie entière à l'Empire avant de mourir en paix. En plissant les yeux, Roman songea que Isven était le nom de l'ombre qui avait attaqué les terres d'Émétrie. Puis il tourna la tête. L'ouvrage expliquait que l'identité de Mystique demeurait incertaine,
puisque celui-ci avait créé une magie capable de manipuler l'espace, provoquant un tumulte nouveau sur le continent avant de disparaître sans laisser de traces. L'ancien mage Ellington, disait le texte, en était peut-être l'âme véritable, un génie antique, aîné de sa famille, souvent cité sous les noms de Cherney, Sérépire, Séphir et d'autres variantes. Roman, pensif, conclut qu'il lui restait encore un autre nom à vérifier, aperçu dans la mémoire de Séphir. Un livre scellé par une chaîne d'or racontait la vie d'Alexandre le Grand, le créateur même de l'aura dans ce monde. Cette nuit-là, la lune brillait sur le château élégant. Sous la brise légère du vent, le calme semblait régner. Soudain, les pupilles de l'empereur Cronos se rétrécirent de frayeur. Il bondit hors de son lit, haletant, et demanda s'il y avait quelqu'un. Les gardes, derrière la porte, répétaient que le souverain appelait. Le roi porta la main à son crâne, le visage assombri. Dans le couloir, un homme marchait fébrilement, songeant que les 300 000 soldats d'élite du duc de Ventfort avaient été vaincus par le successeur des Démitri. Il imagina la colère de l'empereur, et grinça des dents. L'assistant déclara mentalement quelques à l'encontre du commandant Ventfort. Si certain de sa victoire, il avait pourtant conduit l'Empire à une issue désastreuse. Surin au piédestal, un trône vide se dessinait dans la pénombre. Quelques instants plus tard, la porte s'entr'ouvrit et les serviteurs saluèrent l'empereur. Le souverain avança, le poing serré, sa robe noire battant dans le vent froid du palais. Lorsqu'il s'assit, il admit être pleinement responsable d'une guerre déclenchée sans la moindre justification. D'un ton menaçant, il annonça qu'il proclamait un armistice temporaire. Un membre de la cour s'en indigna, bouche grande ouverte. Un second protesta qu'une partie de leurs troupes marchait déjà vers Umberto et Odélia pour achever le plan, et qu'il était insensé de parler de trêve. L'empereur baissa alors les coins des lèvres et lui demanda s'il comptait ignorer son ordre. Les pupilles du serviteur se rétrécirent aussitôt. Posant une main sur sa poitrine, il répondit que jamais il ne s'opposerait à sa majesté et qu'il ferait annoncer la trêve. Les serviteurs s'inclinèrent tous ensemble. Ainsi, disait-on, la décision de l'empereur Cronos faisait brusquement basculer le cours des événements. Au même moment, la nouvelle de la victoire du front ouest répandait une atmosphère festive à Caïro, où les habitants célébraient en levant les bras vers le ciel. Les héros se retrouvèrent ensuite attablés, songeurs. Romane se présenta alors comme membre de la lignée du duché d'Émitrie. Isabelle, face à lui, déclara qu'elle était la souveraine du royaume de Luna. Romane affirma que les figures historiques mentionnées dans les anciens ouvrages, Isvène, Mystique, Séphir, Alexandre, appartenaient à un passé lointain, et pourtant elles arpentaient librement les terres de Cronos. La jeune reine demeura silencieuse, troublée, jusqu'à ce que le jeune aristocrate lui annonce qu'il comptait lui demander directement ce que cachait réellement l'Empire. Les yeux clos, Isabelle expliqua qu'il ne comprendrait la vérité qu'en connaissant la prophétie lunaire donnée par Dieu. La souveraine raconta qu'autrefois, les portes du monde s'étaient ouvertes, laissant déferler une énergie glaciale sur le continent. Un fléau si profond qu'il semblait durer une éternité. Elle précisa que l'arbre-monde d'Arcadia avait gelé peu après la prophétie divine. Romane fronça les sourcils, se demandant s'il s'agissait bien de l'arbre évoqué par les nains qu'il avait rencontrés. Isabelle inclina ensuite la tête et révéla que la véritable catastrophe n'était ni le froid ni la mort, mais l'homme qui, ayant chuté à travers les portes du monde, était tombé sur le continent Salamandre. Dans un éclat de lumière, cet homme apparut. Romane imagina la scène. Le corps parcouru de flux magiques, l'esprit consumé par l'ambition. La reine de Luna expliqua que cet individu avait accepté la puissance des ténèbres et absorbé l'empire de Cronos. Assise, elle ajouta que leurs ancêtres retenaient ce désastre depuis des générations, en gardiens infatigables, mais que leur force atteignait désormais leurs limites. Romane demanda alors qui était cet homme. La souveraine répondit qu'il s'agissait d'Alexandre, devenu empereur de Cronos et créateur de l'aura dans ce monde. Romane écarquilla les yeux, tandis qu'Isabelle lui faisait savoir qu'à la naissance d'Alexandre étaient aussi nés les épéistes d'aura et la puissance militaire des chevaliers. Isabelle précisa que ce roi était une âme d'une autre dimension, venue habiter ce corps, une créature étrangère maîtrisant l'aura comme si elle en était la source. La reine évoquait un manuscrit affirmant qu'à sa première apparition, Alexandre s'était présenté sous un nom impossible à prononcer. Ce nom était Kim Penséoc. L'enfant aux yeux brillants, disait-on, était issu des plaines centrales du Murim. Elle raconta qu'un jour, cet homme cueillait des herbes sur le mont Chandichin. Une lumière aveuglante surgit au loin, suivie d'un nuage noir qui obscurcit le ciel, aspirant tout comme si la colère divine s'y condensait. Le panier glissa de ses mains, tant il fut surpris. Soudain, l'homme fut projeté dans les airs, et fut aspiré dans le ciel. Que le hasard ait choisi un simple roturier, disait la légende, relevé du pur accident. La servante sursauta de frayeur, demandant au jeune maître Alexandre s'il allait bien. L'enfant,
assis sur le sol, lui répliqua que son nom était Kimpanseok, les sourcils levés. Le récit montrait ensuite une table garnie de mets somptueux. Les yeux du garçon pauvre, habitué à la faim, ne comprenaient pas comment il avait hérité d'une vie princière dans un monde nouveau. Mettant la viande à pleine main, Alexandre se jugea comblé et souhaita que cela dure à jamais. Mais, avec le temps, un premier éclat se forma dans ce bonheur. Il comprit alors qu'en tant que bâtard, il risquait d'être expulsé à l'arrivée d'un nouvel empereur. Les mains pressées contre sa tête, il se demanda ce qu'un pauvre ignorant comme lui pouvait accomplir. Il devait bien exister un moyen. Il se rappela de son ancien monde, au pied d'un grand escalier, des gens criaient qu'il fallait accomplir des milliers de prosternations pour le démon céleste. Les pupilles d'Alexandre alias Kimpanseok se dilatèrent. Il venait de comprendre. Se rappelant du démon céleste dans son ancien monde, il se dit alors qu'il existait bien de la magie dans le continent, mais d'aucune technique martiale. Alexandre imagina alors le démon céleste déployant ses doigts, et se promit que s'il parvenait à maîtriser les arts martiaux, il deviendrait le prochain empereur. Il grava des symboles sur les murs et, depuis ce jour-là, s'enferma quotidiennement, tentant ardemment d'exhumer les souvenirs de sa vie passée. Les pupilles d'Alexandre se dilataient d'inquiétude, tandis que lui revenaient soudain en mémoire les paroles d'un maître de 3e rang croisé jadis, qui affirmait d'un geste que les arts martiaux étaient simples, avant d'ajouter quelques mots sur l'énergie interne. Il baissait la tête, persuadé que quiconque prendrait ses idées pour des divagations, mais il comprenait qu'il devait s'accrocher à ses souvenirs pour survivre. Après d'innombrables échecs, il avait commencé à capturer des esclaves afin d'expérimenter sur leur corps. Des chaînes de métal descendaient du plafond. Une vive lueur jaillissait entre les paumes du futur empereur. Et, lorsque s'accumula une montagne de cadavres, il fut témoin de la concentration de mana dans le dantian et de la naissance de l'aura. À cet instant précis, le jeune homme en armure nocturne se tenait debout. Ainsi commençait sa légende. Les silhouettes des gardes se drapaient d'énergie magique. Les chevaliers, autrefois simples boucliers humains pour les mages, retrouvaient soudain leur rêve, celui de manier l'épée grâce à l'aura. Alexandre s'agenouillait devant l'empereur, lui qui avait été relégué au plus bas rang des héritiers venait d'obtenir une puissance qui consolidait sa position. La lame de l'épée d'or étincelait. Il songeait que l'aura qu'il avait découverte n'était que le reflet d'une compréhension superficielle des arts martiaux, lacune qui devenait d'autant plus évidente que son niveau s'élevait. Une table de pierre taillée en forme de corps humain était souillée de sang. On disait que l'implacable volonté du souverain de ne pas perdre son pouvoir s'était muée en obsession, puis en folie, ouvrant la voie à un avenir déformé. Une créature obscure planait au-dessus de la tête du vieillard, lui murmurant de la suivre pour obtenir une puissance encore plus grande. Les yeux rouges de l'entité démoniaque luisaient intensément. Les pupilles de l'empereur se dilataient lorsqu'il entendait le chuchotement du démon. L'épée glissait de sa main et tombait au sol. Avançant sans réfléchir, il acceptait la mana des ténèbres. Ce jour-là, Alexandre renonçait à l'épée pour accueillir l'obscurité. Telle était la véritable origine de l'aura connue du monde entier. Plus tard, le mystique se prosternait lorsqu'on lui demandait si l'empereur Chronos avait vraiment proclamé une trêve temporaire. Les yeux clos, il supposait que la mort de Séphir avait rompu le lien qui leur permettait d'en contrôler le corps de l'empereur, si bien que celui-ci leur avait échappé momentanément. Les cheveux jaunes d'Alexandre retombaient sur son visage. Il déclarait que ce garçon était tenace. Assis sur le trône, il expliquait que son ordre contrôlait les empereurs de Chronos depuis des générations, avant d'ajouter que l'actuel souverain refusait catégoriquement de perdre la raison. Relevant la tête, Mystique demandait comment se débarrasser de l'héritier de la lignée d'Émitrie. Le paladin de l'aura posa 2 doigts contre son menton, songeant au fils aîné du duché de Démitrie. Il affirma que la force de ce jeune homme demeurait imprévisible. Alexandre remarquait, alors qu'il lui rappelait les arts martiaux de son ancienne vie, ce qui laissait supposer qu'il avait lui aussi traversé les dimensions. En plissant les yeux, le créateur de l'aura dans ce monde comprenait que, contrairement à lui, ce garçon était un véritable artiste martial. Il imagina les foules acclamant le protagoniste tandis qu'il montait à cheval. Alexandre réfléchissait. À sa place, peut-être n'aurait-il jamais accepté la puissance des ténèbres, peut-être aurait-il été capable de faire trembler tout le continent. Les paupières closes, il admettait qu'il souhaitait voir de ses propres yeux la force de cet homme. À genoux, Mystique appelait son maître, lui rappelant qu'il n'avait aucune raison de se hâter. Le souverain déclara que Roman ne constituait pas une menace, mais qu'il demeurait malgré tout un épéiste de l'aura soumis aux limites de sa propre nature. Aussi, pensait-il qu'il valait mieux ne pas révéler toute la vérité à Mystique. Alexandre fronçait les sourcils, irrité, et demandait à son serviteur s'il le croyait l'égal de cet homme. Mystique, bouche béante, protestait violemment. Comment pouvait-il oser pareille comparaison alors qu'un mage immortel, déjà proche des dieux, se tenait devant lui? Il ne pouvait même pas imaginer sa défaite. Les mains posées sur les accoudoirs,
l'homme expliquait que les ordres de l'empereur étaient difficiles à renverser, et que, pour l'heure, tout devait suivre son cours. En descendant les marches, le roi affirmait que, dans un avenir lointain, une nouvelle guerre éclaterait contre cette maudite Isabelle. Le paladin de Laura, enveloppé de flux magiques, précisait qu'à ce moment-là, elle ne pourrait plus entraver le grand dessein de l'empire de Chronos. En entendant l'essence du plan du grand millénaire, Mystique se mettait à sourire. Pendant ce temps, assise en face de Romane, la reine de Luna expliquait qu'elle lui révélait la vérité parce qu'il avait vaincu Séphir sans recourir au pouvoir divin. Elle lui demandait d'emprunter sa force, affirmant que c'était pour sauver le continent de Salamandre. Le protagoniste, les sourcils froncés, répondait qu'il ne le souhaitait pas. La souveraine, le menton baissé, s'enquérait alors s'il comptait tourner le dos à l'humanité. Assis, Romane rétorquait que la question était tout autre. Il irait jusqu'au bout pour abattre tout ennemi de la famille Démétrie, l'empire de Chronos. Le jeune homme, yeux clos, ajoutait qu'il n'était pas du genre à se sacrifier pour le continent. Les sourcils abaissés, Isabelle répliquait qu'il partageait le même but et lui demandait, dans ce cas, quelle raison il avait de refuser. Le noble soutenait qu'il n'avait aucun objectif commun. Soudain, la jeune femme serrait son poing et se demandait si Romane n'était pas le guerrier choisi par la révélation divine. Le protagoniste ajouta qu'il voulait écraser Chronos pour des raisons personnelles. Face à la reine de Luna, Romane demanda si, les menaces de la part de Chronos cessaient, serait-elle capable de continuer à vouloir abattre Alexandre sans hésitation. Il s'imagina brièvement tenant la tête décapitée de son ennemi. Et il déclara que là résidait toute la différence. Lui-même n'hésiterait pas une seule seconde si cette chance se présentait. Tendant la paume, Romane expliquait que cela ne signifiait nullement qu'il désirait faire du royaume de Luna un ennemi. Il ajoutait que, même sans alliance, il anéantirait Chronos. Isabelle fixait l'horizon tandis que le protagoniste précisait que c'était là, la seule promesse qu'il puisse lui offrir. La jeune femme plissait les yeux, incapable de saisir ce qui traversait l'esprit de son interlocuteur. Entre-temps à Chronos, en traversant le couloir, un des membres de la cour demandait quelles étaient les nouvelles. On lui répondait que le décret de trêve temporaire avait bouleversé la situation. Les troupes avaient été téléportées dans les capitales des royaumes d'Omberto et d'Odelia. Le royaume d'Odelia tenait encore sa forteresse, mais son armée était au bord de l'effondrement. Le conseiller assurait que, d'ici 2 jours au plus, les 2 royaumes annonceraient leur capitulation. Le jeune homme inclina légèrement la tête et déclara qu'il était trop tard pour reculer. Les chevaliers approchaient du château. On racontait que frapper la lignée Démétrie en s'appuyant sur les 300 000 hommes du duc Ventfort, tout en trompant Omberto et Odelia sous couvert d'alliance, constituait un plan parfait, censé assurer une prise sans perte. L'empereur fronçait les sourcils, les subordonnés pensaient qu'ils avaient déjà franchi la moitié du chemin vers la victoire. Mais le décret impérial leur liait désormais les mains. Observant le dos du messager, celui-ci demandait quelle ligne de conduite adopter. Le comte lui répondait qu'il fallait poursuivre le plan, du moins en surface. Ils écraseraient Omberto et Odelia et s'en serviraient comme otages pour obtenir des conditions favorables lors des négociations avec les Démétries concernant la trêve. L'adjoint maugréait encore au sujet du décret quand le annonça qu'il ferait lui-même un rapport à Sa Majesté. Il fallait garder le silence absolu. Le comte, alarmé, ordonna au messager d'informer le commandant en chef qu'il devait s'assurer le contrôle total d'Omberto et d'Odelia en 3 jours. Dans la capitale d'Odelia, des maisons brûlaient sous d'immenses gerbes de flammes. Un chevalier, bouche ouverte, criait que 2 bataillons de l'armée royale avaient été anéantis. Les épéistes se battaient encore entre eux quand leur commandant hurlait que la porte de téléportation était tombée aux mains de l'ennemi, rendant impossible toute interception des soldats de Chronos. Le roi pressait ses mains contre ses oreilles, persuadé que tout était perdu. Ses serviteurs annonçaient que la garde royale avait été décimée par l'ordre nocturne et que même les routes de fuite étaient coupées. Le souverain se souvenait alors qu'en pactisant jadis avec Chronos, il avait pensé faire le choix le plus raisonnable, certes lâche, mais nécessaire à l'avenir de son royaume. La réalité qui se dévoilait devant lui n'était qu'un gouffre désespéré. On frappait violemment aux grandes portes aux ornements dorés. Le roi ordonnait qu'on ne les ouvre sous aucun prétexte. Un cristal magique s'illumina devant un serviteur. Celui-ci annonçait, les mains tendues, que l'héritier de la lignée Démétrie avait remporté seul la bataille contre l'empire de Chronos. Le roi restait interdit, incapable de comprendre ce qui avait dérapé. Il se demandait s'il n'avait pas été aveugle au potentiel de cet homme. Serrant le poing, il tenta de reprendre ses esprits. Face à face, il imagina les représentants des 2 camps se mesurer. Le roi songeait que, si la lignée Démétrie s'opposait à Chronos, et si Odelia n'avait pas encore renoncé à l'alliance, alors une opportunité pouvait naître. Assis sur son trône, le roi ordonna de contacter immédiatement l'héritier Démétrie. L'hologramme révéla la silhouette de Romane. Les membres d'Odelia,
paniqués, s'écrièrent qu'ils avaient réussi à établir la connexion. Le souverain d'Odélia, courant vers l'image, suppliait qu'on les aide, clamant que l'empire de Cronos les attaquait et qu'il n'y avait plus de temps. Le protagoniste, les lèvres tirées vers le bas, demandait pourquoi sa famille devrait leur venir en aide. Le roi, les dents serrées, ne trouvait pas ces mots. Romane indiqua que l'empire de Cronos avait attaqué la capitale d'Odélia en personne. Il demandait alors si cela signifiait que le royaume leur avait donné accès au téléport. Le souverain, horrifié, avouait qu'ils avaient commis une erreur monumentale. Mais il insistait, si Odélia et Umberto tombaient sous la coupe de Cronos, l'alliance des royaumes se disloquerait. Il demandait si Démétrie désirait vraiment cela. Romane, la tête baissée, déclarait qu'il se trompait sur un point essentiel. Il avait emprunté la voie du non-retour. L'héritier Démétrie expliquait que 4 royaumes, hormis Odélia, étaient désormais sous sa protection. Le roi d'Odélia, affolé, énumérait les noms, Hector, Redford, Frank, Umberto. Était-ce vraiment possible? Romane répondit que dans la nouvelle alliance des royaumes, il n'y aurait pas de place pour Odélia. Quelque temps avant les événements de Valhalla, dans le royaume de Umberto, le marquis Drake avait reçu une visite et demandait alors pourquoi il était venu. Lucas afficha un sourire en coin, affirmant qu'il répondrait directement, sans détour. Il brandissait une feuille et révélait que son jeune maître Romane avait récupéré une liste d'élimination de premier rang en détruisant une organisation de tueurs à gages. Le marquis, furieux, voulut savoir si son nom y figurait. Le chef du clan répondit que non. Soudain, le jeune homme détourna le regard. Derrière le représentant militaire se tenait un homme. Une vision nocturne de bataille traversa l'esprit de Lucas. Calderon Drake, fils aîné de Drake, un génie de l'épée ayant éveillé une aura de 3 étoiles après ses 30 ans. Père et fils Drake apparaissaient comme 2 piliers destinés à porter l'avenir d'Umberto. Le poing du marquis s'abattit alors sur la table, il cria que ses derniers adversaires étaient ceux qui visaient la vie de l'aîné de la famille Drake. Lucas tendit la main en avant et affirma que, après avoir tué le fils du marquis, il comptait rejeter la faute sur les traîtres du royaume d'Umberto. On apercevait un vaste manoir dévoré par les flammes. Il expliqua que, dès que des troubles éclateraient au sein de l'Empire, celui-ci perdrait ses dernières forces pour résister à l'ennemi extérieur. Lucas déclara qu'il était venu sur ordre de Romane pour les prévenir. Le marquis hocha la tête, demanda si c'était tout. Puis, fronçant les sourcils, admit qu'il pouvait déjà lui être reconnaissant pour cela. Même s'il doutait qu'on se soit déplacé en personne uniquement pour ce motif. Un sourire oblique se dessina alors sur les lèvres de Lucas. Il annonça qu'il allait leur révéler comment les événements allaient désormais se dérouler. On voyait Romane debout devant la porte du monde, tandis que le jeune messager expliquait que son maître terminerait sa marche vers Redford avant de rejoindre Valhalla. Il ajouta qu'après cela, il était très probable que la guerre contre l'empire de Cronos devint inévitable. Derrière la tête du marquis Drake scintillait une balance dorée. Lucas précisa que, dans un tel contexte, le royaume d'Umberto devrait tôt ou tard prendre une décision. Souriant, il affirma que s'il continuait à éviter les combats, il perdrait à jamais la chance de redessiner les frontières du continent. Le marquis demanda alors si l'invité sous-entendait qu'ils affronteraient Cronos de face. L'ombre du successeur Démétrie apparut derrière Lucas. Il déclara que l'héritier Démétrie ne reculerait pas. De retour au présent, le roi de Odélia, abasourdi, laissa tomber les bras quand on lui annonça qu'il n'existait aucune place pour Odélia dans la nouvelle alliance des royaumes. La sueur ruisselait sur son visage, il resta muet. Le roi ouvrit grand la bouche et ordonna qu'on le mette immédiatement en contact avec Umberto. La silhouette d'un homme en armure apparut sur l'hologramme. Soudain, une goutte de sang heurta le sol. Le roi d'Odélia écarquilla les yeux en reconnaissant Calderon Drake. Ses pupilles se dilatèrent, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le roi d'Umberto, grièvement blessé, gisait au sol. Le souverain se demanda si l'aîné des Drake avait tué le roi. Avec un sourire mauvais, le jeune homme affirma que, à en juger par leur expression, l'empire de Cronos les avait trahis. L'hologramme s'éleva légèrement, tandis que l'héritier de la famille Drake expliquait que c'était précisément pour cela qu'il ne fallait jamais leur faire confiance. Calderon ajouta que le roi de Umberto s'était laissé séduire par les belles paroles de Cronos et avait ouvert la porte du téléporteur. Le jeune Drake raconta que la famille avait reçu les informations de la lignée Démétrie et avait su à l'avance qu'une attaque surprise aurait lieu. On distingua l'aîné, caché derrière l'angle d'un bâtiment, tandis qu'il rapportait qu'ils avaient secrètement posté des soldats dans le téléporteur de la capitale de Umberto, neutralisant l'escouade d'assaut impériale, évitant ainsi la chute d'Umberto. Le roi de Odélia, la main sur la poitrine, demanda depuis quand il les avait abandonnés pour s'allier aux Démétrie. Le fils Drake, la mâchoire dure, répliqua qu'il fallait nommer les choses correctement. Les vassaux de Umberto, menés par la maison Drake, n'avaient jamais envisagé de plier le genou devant Cronos.
Le roi serra les poings quand on lui révéla que, le jour où Démitrie avait déclaré la guerre, ils avaient juré allégeance au jeune maître Romane. Les yeux baissés, il comprit que la guerre n'était nullement une folie pour le fils de Romero Démitrie. En observant le sol, il réalisa qu'en entreprenant ce conflit pour prouver que la lignée Démitrie pouvait renverser l'Empire seul, ils avaient déjà assuré le soutien de la plupart des royaumes du continent. Les gardes retenaient les lourdes portes de la salle tant bien que mal. Le roi, se couvrant le visage de ses mains, pensa qu'il avait, sans même s'en rendre compte, commis une erreur si stupide qu'il ne méritait plus la couronne. Il s'interrogea sur la raison pour laquelle son père l'avait laissé devenir un être aussi faible. Un cri retentit. On annonçait que les portes de la forteresse venaient d'être enfoncées. Les paupières du roi d'Odélia se fermèrent, résigné. La scène se déplaqua ensuite sur un immense domaine de la capitale de Caïro. Le baron Charleton, représentant Cronos, les mains croisées derrière le dos, esquissa un sourire et déclara que cette guerre avait commencé par un simple incident. Il dit comprendre la raison de la déclaration de guerre, mais demanda pourquoi il n'avait pas opté pour une trêve temporaire. Le baron Charleton tendit la main, expliquant que Sa Majesté l'Empereur ne souhaitait plus de sacrifices insensés. C'était la raison pour laquelle il avait pris une décision aussi noble. Le roi Daniel Caïro, les lèvres serrées, se demanda comment un homme aussi insolent avait pu venir réclamer une trêve. Avec un sourire sinistre, le représentant de Cronos, le baron Charleton lui demanda s'il était certain d'assumer les conséquences d'une lutte menée jusqu'au bout. Le baron ajouta, hilar, que ce n'était qu'une simple victoire et qu'on ne devait jamais décider d'une guerre entière sur une seule réussite. Le roi d'Odélia et ses chevaliers, ligotés au sol, attendaient. Charleton expliqua que, s'ils acceptaient une trêve temporaire, il garantirait la sécurité du souverain d'Odélia comme signe de paix, l'exhortant à prendre une décision réfléchie. Daniel, grinçant des dents, jugea que cela ne ressemblait en rien à une requête d'un camp perdant. Le roi de Caïro tourna la tête vers son allié et lui demanda ce qu'il pensait de l'offre de Cronos. Romane, les lèvres abaissées en signe de désapprobation, resta de marbre. En descendant les marches, il déclara qu'il n'avait qu'une question à poser. De quel droit le baron Charleton était-il venu ici? Le baron s'exclama qu'il venait en tant que messager et exigea qu'on se montre poli. Romane s'approcha de lui, rappelant que la loi continentale obligeait à protéger les émissaires, puis demanda si cet homme avait réellement respecté les règles d'un messager digne de ce nom. Le maître d'Ora grimaça, rappelant qu'il n'avait ni demandé la permission, ni brandi le drapeau blanc, et qu'il avait même utilisé sans vergogne le téléporteur réservé aux ambassadeurs. Les yeux du protagoniste brillèrent d'un éclat fulgurant lorsqu'il demanda si l'homme osait réellement se présenter comme messager après avoir bafoué toutes les règles du droit continental. Terrifié, les pupilles dilatées, l'héritier de la lignée Démitrie rappela que la guerre battait encore son plein. Soudain, Charleton porta deux doigts à son cou, il comprit alors que, sans même dégainer son épée, un simple regard suffisait à écraser un homme. Romane, le poing serré, avertit que si ce baron était véritablement l'émissaire du camp adverse, il devait s'agenouiller devant le roi plutôt que de brandir un drapeau imaginaire. L'envoyé, la bouche béante, protesta qu'il venait sur ordre direct de Sa Majesté l'Empereur et demanda si l'héritier Démitrie souhaitait vraiment détruire les relations entre les deux puissances. Les bras croisés, le protagoniste répliqua que ses genoux ne constituaient en rien un motif valable pour annuler une trêve. Autour de la silhouette de Romane, des volutes d'aura magique se mirent à tournoyer, tandis qu'il déclarait que si une trêve devait être envisagée, encore fallait-il que Cronos fît preuve d'un minimum de culture. Sans quoi il trancherait sa tête pour afficher leurs intentions. L'homme, paniqué, pensa qu'il se trouvait face à un véritable fou. Romane tendit la main et une main d'ombre surgit soudain, dangereuse et menaçante. Des gouttes de sueur perlèrent sur le visage du baron. La seconde suivante, un poing noir s'abattit, écrasant son corps. Le messager s'effondra au sol, frappé de stupeur, puis explosa en supplication. Charleton inclina la tête et hurla qu'il aurait dû suivre les procédures, qu'il avait commis une faute irréfléchie en oubliant qu'ils étaient en temps de guerre. Le baron, les paumes posées au sol, implora qu'on apaisât la colère de son interlocuteur. Daniel, stupéfait, pensa que jamais personne n'aurait imaginé voir un représentant de Cronos se comporter avec une telle honte et une telle soumission. Romane, le menton abaissé, déclara qu'il ne croyait pas un mot de cette proposition de trêve. Il imagina des chaînes métalliques s'entortillant autour de son poing, tandis qu'il ajoutait que, quelles que fussent les conditions, la logique du plus fort ne pouvait être limitée par un traité. Debout face au messager, il expliqua que si l'empire de Cronos désirait réellement la paix, il devait prouver sa sincérité. Le baron demanda ce qu'il entendait par là. Le protagoniste, les sourcils froncés, proposa alors d'appuyer cette demande par 500 000 pièces d'or en réparation de guerre. Il ajouta qu'à cette seule condition, il accepterait la trêve. Charleton en resta bouche bée, hurlant que cette exigence dépassait toute mesure.
Les yeux du jeune noble s'illuminèrent d'un éclat sévère. Il rappela que des innocents avaient péri, et qu'un royaume avait le devoir de prouver à ses citoyens que leur mort n'avait pas été vaine. Une vision d'un champ de bataille jonché de blessés apparut. Roman affirma que, si Cronos refusait ces conditions, il poursuivrait la guerre. Le baron, hagard, demanda s'il fallait en déduire que le royaume d'Odélia n'était pas concerné par ces termes. L'héritier Démitrie baissa les yeux et demanda pourquoi il se soucierait du sort d'un peuple qui n'avait jamais rien eu à voir avec les siens. Charleton sentit dans ses entrailles la nature véritable de cet homme en croisant son regard froid et terrifiant. Un panorama du château gothique de l'empire de Cronos s'ouvrit alors. Le baron Charleton était de retour à Cronos et y discutait de la situation. L'assistant, le front collé au sol, affirma que l'empereur n'avait qu'à donner l'ordre, et il rompait immédiatement les négociations pour montrer la grandeur de Cronos. L'empereur, les doigts contre son front, déclara qu'il avait pourtant ordonné de conduire ces pourparlers à leur réussite. Le baron sursauta lorsque le souverain se mit à évoquer l'exigence insolente des 500 000 pièces d'or. Les gardes encadrèrent le messager. L'empereur dit que cette demande ne l'irritait pas autant que le fait que ce misérable se fût agenouillé devant un ennemi. Un simple geste de la main. Et les chevaliers croisèrent leurs lames devant la tête du baron. Ses pupilles se contractèrent de terreur. Il avoua avoir commis un péché digne de mort, implorant qu'on lui pardonnât une dernière fois. L'empereur expliqua, les yeux mi-clos, que cette trêve temporaire constituait la dernière étape avant la conquête totale du continent. Les bras majestueusement ouverts, il proclama que dans l'avenir glorieux de Cronos, même vaincus, ils ne devaient jamais laisser leur dignité se ternir. Pointant un doigt vers l'homme, il lui ordonna d'accepter la mort avec honneur. Le messager cria qu'il avait servi Cronos toute sa vie, ramassant la poussière comme un chien, et qu'il allait pourtant être exécuté pour une simple révérence. Il hurla que son esprit le hanterait après sa mort. Un jaillissement de sang mit fin à ses protestations. Sa tête roula au sol devant le trône. Derrière le trône, la silhouette du jeune Alexandre d'autrefois apparut, un sourire immense aux lèvres, curieux de découvrir qui était réellement l'héritier Démitrie. Des rayons d'énergie magique frappèrent soudain une falaise. Le paladin de Laura demanda qu'on lui laissât prouver pourquoi il avait renoncé aux arts martiaux pour se consacrer à la magie. Un mince sourire étira les lèvres de l'empereur millénaire. La vue glissa vers la capitale d'Odélia, qui se trouvait en vue magnifique devant Alexandre. Une vaste rune se forma entre les paumes du mage, tandis que des mots en une langue oubliée s'élevaient. Un faisceau obscur transperça le ciel. Aussitôt, d'énormes blocs de pierre tombèrent des nuages. En s'embrasant sous la puissance magique, ils devinrent des météores. L'un d'eux s'abattit sur les maisons. La capitale d'Odélia fut effacée de la carte en un seul sort. Alexandre observa les volutes blanches qui montaient vers le ciel. L'artisan Dora se demanda combien de temps il faudrait à Roman pour plonger l'ensemble de la cité dans cet état. On rapporta alors que l'empire de Cronos avait accepté une trêve avec la famille Démitrie. Les citoyens, levant les bras vers le ciel, ne comprirent pas cette folie et s'étonnèrent que l'ennemi consentît à payer 500 000 pièces d'or en réparation. Les habitants fermèrent les yeux de bonheur, tandis que les gens de la ville se demandaient comment le jeune maître avait pu déclencher une guerre au point que l'empire de Cronos finit par payer des réparations. Tous murmuraient que c'était incroyable, et qu'au fond, cela signifiait que l'empire ennemi avait reconnu sa défaite. À travers le continent, les peuples levèrent leurs poings vers le ciel. Mais leur joie ne dura pas un jour. Des silhouettes enveloppées de manteaux sombres erraient déjà sur les terres dévastées, et l'on disait que la nouvelle de la destruction d'Odélia s'était répandue à une vitesse foudroyante. Lucas souleva la bande de tissu qui lui couvrait le cou et songea que la ville avait été anéantie si rapidement que même les agents de renseignement n'avaient pu en faire rapport à temps. Contemplant les fractures qui balafraient le sol, il comprit que seul un sortilège pouvait provoquer un tel carnage. Soudain, Lucas se retourna lorsqu'un mage en robe noire s'écria que tout cela n'avait aucun sens. En s'approchant de lui, Lucas lui demanda ce qui n'allait pas. L'homme répliqua qu'un tel phénomène ne devait simplement pas exister. Tenant dans ses mains un artefact de détection, il affirma qu'une seule mesure du mana résiduel de la capitale avait suffi à briser l'appareil lui-même. Ses pupilles se rétrécirent lorsqu'il déclara qu'il s'agissait d'une magie du 8e cercle, voire d'un niveau encore supérieur. La mâchoire de Lucas se décrocha. Un sort au-delà du 8e cercle? On rapporta alors que les représentants de 6 nations, hormis le royaume déchu de Odélia, avaient convoqué une réunion d'urgence. L'un d'eux, fronçant les sourcils, expliqua que des masses gigantesques étaient tombées du ciel selon les témoins, annihilant la capitale en un instant. Des gouttes de sueur roulèrent sur ses joues lorsqu'il ajouta qu'une telle puissance ne pouvait pas appartenir à un humain. Edwin, les doigts croisés sur la table, affirma que la destruction d'Odélia montrait que Cronos n'avait jamais signé la trêve par faiblesse. Edwin releva la tête pour déclarer que cet acte constituait un avertissement adressé à tous. Roman, lui,
fronça les sourcils et affirma d'un ton sombre que le mot trêve ne devait tromper personne. L'empire de Cronos déclarerait une nouvelle guerre dès qu'il serait prêt. Lorsque le prince du royaume d'Hector demanda si le jeune maître croyait réellement qu'ils avaient une chance contre Cronos. Le protagoniste détourna légèrement le regard avant de répondre avec un sourire assuré que oui. Assis à la table ronde, il annonça qu'il ne forcerait jamais les royaumes réunis sous cette nouvelle alliance à se sacrifier. Romane, affichant un sourire mauvais, déclara que la guerre reprendrait tôt ou tard, et quiconque choisirait de soutenir la famille Démétrie ne verrait jamais cette conviction trahie. L'image d'un cœur humain entouré de filaments magiques apparut. On expliquait que le corps humain ne pouvait supporter l'utilisation d'un sort du 9e cercle. Le cœur éclatait aussitôt, incapable de contenir cette énergie naturelle. Marchant près du château, l'héritier Démétrie pensa qu'en l'état actuel, il lui serait impossible d'affronter un tel sort, même en y mettant toute sa force. Les pans de son manteau rouge claquaient au vent, et il se demanda si cette impossibilité était la raison pour laquelle il avait été convoqué dans ce monde. Puis, esquissant un sourire, il décida malgré tout d'essayer. Pendant ce temps, Isabelle se trouvait au milieu d'une clairière baignée de lumière. Ses cheveux capturèrent les rayons du soleil, et la reine de Luna se tourna vers les arbres à la frondaison épaisse lorsqu'une voix l'appela. Léo, le bras replié, lui demanda s'il était temps pour elle de retourner à Arcadia. Debout derrière elle, il affirma que la trêve déclarée par Cronos signifiait qu'elle n'avait plus de raison de rester ici. La jeune femme répondit qu'elle ne pouvait se le permettre. Elle expliqua, en évoquant l'image d'une explosion dévastatrice, qu'Alexandre avait employé une magie du 9e cercle, une magie qui dépassait les limites du corps humain, et que cela s'était produit en pleine capitale d'Odélia. Elle imagina le paladin de Laura glissant sa main à travers des chaînes invisibles, et Isabelle ajouta que cette démonstration prouvait que les restrictions d'Alexandre avaient été levées. Il déclencherait bientôt une guerre continentale, sans plus se soucier du reste. Fermant les yeux, elle réfléchit aux forces de lumière et d'ombre, qui s'opposaient autant qu'elles coexistaient. S'approchant du tronc d'un gigantesque arbre, la reine de Luna murmura que plus Alexandre devenait puissant, plus elle-même gagnait en force. Mais le véritable danger résidait dans l'essence même qui lui avait octroyé ce pouvoir. Il fallait l'arrêter. Les mains désormais abaissées, elle déclara que tel était son destin. Léo, debout derrière elle, jura que, comme capitaine des chevaliers royaux, il resterait à ses côtés jusqu'à la toute fin. Isabelle le remercia avec un doux sourire. Dans la ville, les habitants bordaient les rues en acclamant le retour de Romane, tandis que l'armée de la famille Démétrie rentrait au duché. Hans, les yeux noyés de larmes, appela doucement son maître. Le protagoniste se tut lorsque lui parvint la nouvelle de la mort d'Henderson. Un instant plus tard, il se tenait devant une table où reposait le corps du jeune homme, les yeux clos. Le maître d'Aura ordonna aussitôt qu'on préparât la cérémonie funéraire pour les défunts. Il fallait agir immédiatement. Des dalles en flammes s'étendaient à perte de vue. Le protagoniste et son armée se tenaient devant les corps consumés. Les habitants pleuraient, hurlant leur douleur. Une jeune femme s'effondra, brisée. Le cadavre du garçon se consumait dans les flammes. Tandis que Romane affichait une tristesse abyssale. Un souvenir de sa vie passée lui revint. Sur une falaise, le mentor observa l'horizon en déclarant que la conquête de Murim était proche, et que son élève avait passé tant de temps à ses côtés. Sa cape fouettait le vent. Il demanda au guerrier s'il était satisfait de la vie qu'il avait menée pour les autres. Le guerrier démon s'en détourna le regard et répondit qu'il ne devait plus s'appeler autrement. Depuis le jour où il lui avait tendu la main, il était devenu sa vie et son rêve. En s'approchant du bord, le démon céleste lui dit que ses paroles étaient stupides. Le guerrier, lui, sourit largement. Il affirma qu'il vivrait jusqu'au bout pour voir de ses propres yeux le rêve de son maître se réaliser. Le maître pensa alors qu'au moment même où l'unification des Murim s'était enfin accomplie, le démon de sang, lui, n'était plus à ses côtés, emporté par la mort dans la bataille. Chris, observant le dos de son maître, lui demanda s'il devait rentrer. Romane s'arrêta, et son subordonné ajouta qu'il avait enduré d'innombrables marches forcées, qu'il avait besoin de repos. Les yeux du protagoniste restaient dissimulés sous une mèche de cheveux lorsqu'il se mit à parler. Romane demanda à Chris s'il se rappelait, qu'il voulait faire de Chris le commandant en son absence. Chris affirma qu'il s'en souvenait. Romane imagina sur la paroi d'une falaise, un commandant en chef. L'épéiste d'Aura déclara qu'un seul mot d'un capitaine valait des vies. Légèrement penché en avant, Romane expliqua qu'un commandant ne pouvait trop montrer son humanité. Si les hommes tentaient de se rapprocher de lui et s'il les traitait comme des outils, ils perdraient leur confiance. Il affirma qu'un jour, Chris aurait la charge d'un commandement et qu'il devait graver cette leçon en lui. Le jeune homme baissa les yeux, silencieux. Romane déclara qu'il devait montrer qu'il ne prenait jamais à la légère la vie de ses subordonnés, tout en offrant une compensation digne de leur sacrifice.
Une goutte glissa sur sa joue, tandis qu'il demandait qu'on convoquât les administrateurs de la famille Démitri. Devant une grande caisse métallique, Roman annonça que l'on allait commencer à discuter des compensations destinées aux victimes de la guerre. Le vicomte, assis à la table, demanda s'il parlait sérieusement. Sa mâchoire se décrocha tandis qu'il avouait avoir envisagé d'indemniser les familles des morts, mais qu'il était impossible de rassembler 1 million d'or. Le domaine de la famille Redford apparut en mémoire. Conrad rappela que même un royaume avait failli s'effondrer sous une dette de 100 000 pièces. Des perles de sueur glissèrent sur le visage du seigneur, qui demanda pourquoi il n'utilisait tout simplement pas les 500 000 pièces offertes par Cronos en réparation. Les doigts croisés, Roman demanda ce que penserait le peuple si l'on se contentait de redistribuer ce qu'on leur avait donné. On lui répondit que les gens seraient déjà reconnaissants. Mais le protagoniste, les coudes appuyés sur son siège, déclara qu'il voulait instaurer une confiance durable. Quiconque se sacrifierait pour la famille Démitri devait savoir que son sacrifice serait toujours honoré. Il ajouta que ce geste n'était qu'un commencement. Dorénavant, Démitri établirait un véritable système du mérite national. L'image de cercueils immaculés apparut. Roman expliqua que ce système ne concernait pas seulement ceux tombés au combat. Des hommes comme Henderson, ayant apporté des contributions exceptionnelles, seraient reconnus comme héros de la nation et récompensés en tant que tels. On montra deux mains se serrant. Roman rapporta que la maison de Caïro avait accepté de redistribuer l'intégralité des 500 000 pièces de la compensation, et même de contribuer à couvrir une partie des 500 000 manquantes. Roman, plissant les yeux, affirma que cette guerre leur avait coûté bien plus que de l'or. Les jeunes hommes sourirent avec satisfaction. L'héritier Démitri déclara qu'il devait montrer à tous ceux qui suivaient leur duché que leur plus grande perte, et leur plus grand trésor, était leur peuple. Les vicomtes, attentifs et respectueux, acquiescèrent lorsqu'il affirma qu'ils avaient gagné la guerre. Stupéfaits, ils l'entendirent dire qu'il devait maintenant reconstruire la paix pour qu'aucune famille de Démitri ne fût plongée dans le deuil. Il ajouta que c'était l'heure de se réjouir, et tous approuvèrent. L'histoire nous amène alors au-dessus d'une petite maison de Démitri. Un portrait montrait un couple, et l'on entendait quelqu'un murmurer que cet homme avait été bien cruel de mourir. Une jeune femme, assise sur une chaise, sanglotait. Henderson et Claude n'étaient autrefois qu'une famille de fermiers. Le jeune homme, exhibant ses muscles, plaisantait en disant qu'il aurait dû être soldat plutôt qu'agriculteur. La femme se rappelait qu'il lâchait souvent des remarques aussi absurdes. Un souvenir le montra, souriant d'une oreille à l'autre, affirmant qu'il respectait profondément le jeune maître Démitri et qu'il deviendrait plus fort pour lui et pour la famille. Leur enfant, les yeux clos, s'écriait que son père était le plus fort. Henderson répondait que son fils avait au moins compris. Leur vie en province était pleine de risques, mais ils paraissaient toujours sincèrement heureux. La jeune femme releva brusquement la tête sortant de ses souvenirs lorsqu'on frappa et qu'on lui demanda si elle était chez elle. Un homme tenait dans ses mains une boîte renfermant l'insigne de héros de la nation décerné à Henderson. Claude, baissant le menton, demanda si son mari avait vraiment aidé la famille Démitri. Chris confirma tristement. Sans lui, bien plus de vies auraient été perdues. Il lui montra la boîte, expliquant qu'elle contenait l'indemnisation destinée aux familles des héros nationaux, et l'invita à vérifier son contenu. À l'intérieur scintillait une montagne d'or. La femme, stupéfaite, demanda s'il ne s'agissait pas d'une erreur. À première vue, il y avait des centaines de pièces, et une confusion de ce genre serait dramatique. Chris, les yeux plissés, affirma qu'il n'y avait aucune erreur. Elle redemanda, incrédule. Alors qu'elle retenait à peine ce larme, Chris expliqua que leur jeune maître estimait qu'Henderson méritait cette compensation, et l'encouragea à vivre avec fierté et bonheur. À ces mots, la femme du héros s'effondra à genoux, éclatant en sanglots. L'entrée d'une taverne apparut. On entendait demander si Démitri avait vraiment constitué un fonds d'1 million d'or. Deux hommes, assis au comptoir, discutaient. L'un expliquait qu'en plus des réparations de Cronos, Démitri avait ajouté un autre demi-million. Peut-être s'étaient-ils enrichis grâce à leur mine de fer, mais cela restait difficile à croire. L'un d'eux demanda, la bouche entr'ouverte, si tous avaient entendu parler de Claude. Un jeune homme lui répondit qu'en mémoire des mérites d'Henderson, non seulement on l'avait proclamé héros national, mais on avait aussi donné 300 pièces d'or à sa famille. Un adolescent, le menton posé dans sa main, ajouta qu'un nouveau système prévoyait désormais de soutenir jusqu'à leur mort les familles de ceux qui servaient la nation. Même l'empire de Cronos n'offrait pas une telle considération. Peu après, le jeune homme rentra serrant le poing. Il ferma les yeux et déclara avec une fougue retenue qu'il désirait rejoindre l'armée de Démitri. Son père, les sourcils froncés, demanda de quoi il parlait, rappelant qu'il n'était qu'un simple fermier. Le garçon baissa la tête et expliqua qu'Henderson, lui aussi, n'avait été qu'un paysan ignorant jusqu'à la façon de tenir une épée. On disait qu'Henderson avait fini par la saisir de toutes ses forces, avant de devenir un grand bretteur sous la tutelle de Roman Démitri.
Debout face à ses parents, l'adolescent affirma qu'il n'existait aucune raison pour qu'il ne suive pas le même chemin, qu'il pouvait devenir un autre Henderson. À l'horizon se profilaient de petites maisons, et il déclara qu'il reviendrait sain et sauf. On rapporta également qu'un jour, ces temps seraient gravés dans les mémoires sous le nom de syndrome Henderson. Plus tard dans le royaume de Hector, le prince Edwin demanda à son père s'il avait entendu parler des compensations de guerre dans le duché de Démitrie. Le roi de Hector, le regard vers le sol, répondit qu'on racontait que Démitrie avait enfin vaincu Cronos et les avait forcés à signer une trêve. Il ajouta qu'on le considérait désormais comme un homme véritablement hors du commun. Le prince, plissant les yeux, observa qu'Hector avait désormais dépassé le point de non-retour. La main sur la poitrine, le jeune homme déclara qu'il ne pouvait plus vivre sous le même ciel que l'empire de Cronos et proposa de s'élever aux côtés de Démitrie pour accomplir de grandes choses. Le seigneur, assis sur son trône, annonça qu'à partir de cet instant, Hector se préparerait à la guerre contre Cronos. Pendant ce temps dans le royaume de Redford, le roi Rondan s'écria qu'ils avaient une dette immense envers l'héritier de la lignée Démitrie. Le roi, face au chevalier, ajouta que, sans Romane, Redford se serait engagé sur la voie de l'autodestruction. Le roi Rondan, bras tendu, demanda que chacun se souvienne que, le jour où Démitrie choisirait la guerre, il dégainerait leur lame à ses côtés. Un haut bâtiment se dessina ensuite, tandis qu'on affirma que Redford soutenait pleinement Démitrie. Tout comme Cairo, Umberto, Franque et de nombreux autres royaumes. Ainsi, racontait-on, alors que Cronos venait d'être vaincu pour la première fois, tandis que Valhalla restait neutre de façade. Commença une nouvelle ère, l'ancienne alliance avait cédé la place à une nouvelle coalition centrée autour de Démitrie. 2 semaines plus tard, apparut un document annonçant le recrutement dans l'armée personnelle de Démitrie. Les guerriers qui lisaient la feuille rapportèrent que les candidatures étaient désormais ouvertes aux habitants extérieurs au duché. Un garçon eut la mâchoire béante de joie en apprenant que les résidents actuels pouvaient demander un transfert après un examen de qualification. Serrant les poings, il déclara qu'il avait enfin la possibilité de rejoindre l'armée du maître Démitrie. Les jeunes levèrent les mains avec enthousiasme, on entendit dire que de nombreux soldats de l'armée permanente de Démitrie se présenteraient également, et qu'une foule immense était attendue. Les rues étaient bondées de recrues potentielles, et l'une d'elles cria qu'il devait réussir cette fois-ci. On montra une carte de Salamandre. Dès que la nouvelle s'était propagée, une vague d'excitation avait déferlé sur tout le continent, bien au-delà des frontières du duché. Un peu plus tard, une lettre fut posée sur une table. Le comte Clive de l'empire de Valhalla demanda ce que c'était. Les mains derrière le dos, Logan répondit qu'il s'agissait d'une lettre de démission. Il estimait ne plus pouvoir accomplir ce qu'il désirait ici. Aussitôt, Clive déchira le document en protestant que c'était impossible. Le comte, bouche ouverte, demanda où il comptait aller et qui osait l'arracher à Valhalla. Le bretteur rétorqua qu'il ne rejoignait aucune autre maison de Valhalla. Lorsque le comte lui demanda laquelle alors, le jeune homme, hésitant, expliqua que l'héritier de la famille Démitrie hantait encore son esprit depuis le festival. Il ajouta que Valhalla avait perdu tout romantisme, toute trace d'honneur militaire. La sueur coula sur le visage du comte lorsqu'il comprit que rien ne pourrait retenir Logan, quelles que soient les conditions offertes. Celui-ci se retourna et déclara que le rêve qu'il poursuivait en tant que guerrier n'existait plus qu'auprès de Démitrie. Après avoir remercié le comte pour tout, ses pupilles devinrent blanches de surprise. Le comte hurla le nom de Logan, ne voulant pas que celui-ci parte. Pendant ce temps à Démitrie, plusieurs personnes étaient assises à des tables. L'une d'elles expliqua qu'il avait jadis servi comme chevalier auprès d'un homme respecté, mais que depuis qu'il avait appris l'histoire d'Henderson, tout avait perdu son sens. Soudain, il posa son verre et se mit à rire. Le guerrier, souriant, remarqua qu'il paraissait âgé, puis lui demanda d'où il venait. Le garde détourna le regard et répondit qu'il venait de Franque. Le jeune homme lui demanda ce qui l'avait poussé à entreprendre un si long voyage. Le bretteur répondit, le sourire au coin des lèvres, que dès qu'il avait entendu dire que le héros de Démitrie recrutait pour son armée personnelle, il avait tout quitté pour venir jusqu'ici. Les yeux baissés, il ajouta que s'il devait vivre au bord du gouffre, il préférait servir quelqu'un qui traitait la mort avec respect. Le jeune homme affirma que c'était bien dit. Saisissant une grande chope, le garçon expliqua qu'il venait d'Hector et que cet appel avait rallumé un feu en lui. Le guerrier se tourna brusquement vers un inconnu et lui demanda d'où il venait. L'homme, la bouche entr'ouverte, répondit qu'il venait de Franque et ne s'intéressait pas à leur discussion, il n'avait donc pas à l'importuner. Le chevalier, souriant, lui assura qu'il mentait, car les habitants de Franque n'avaient pas cet accent. La sueur glissa sur le visage du garçon encapuchonné, quand le chevalier déclara que, selon son expérience, il venait de l'empire de Cronos. Un adolescent détourna aussitôt le regard. Le combattant expliqua alors qu'il comprenait leur réaction face à un citoyen d'une nation ennemie. Posant la main sur la table,
il annonça qu'il était bien originaire de Chronos. Plissant les yeux, il précisa qu'il était las des atrocités commises par son empire. Le poing serré, il avoua qu'en tant que père, il refusait de voir ses enfants grandir dans un tel pays. À cet instant, le jeune homme saisit le pendentif d'or. Les garçons se tenaient devant lui lorsque l'on apprit que l'homme avait fui son pays avec sa famille en pleine nuit. Le combattant expliqua que la cruauté y régnait encore, et des rumeurs prétendaient même que le baron Charleton avait été exécuté. Le chevalier, se grattant la tête, déclara qu'avec l'afflux de réfugiés provenant de Chronos, il serait presque impossible de réussir l'épreuve. Un peu plus tard, alors qu'il marchait derrière Jonathan, un jeune homme demanda combien de candidats il pensait voir cette fois-ci. Le capitaine, les sourcils abaissés, répondit que même lorsque l'héritier d'Émitrie n'était pas encore aussi célèbre, les aspirants étaient déjà nombreux. Il affirma d'un ton sombre que l'on pouvait s'attendre à au moins 10 000 personnes, ce qui laissa le garçon bouche bée. En avançant, le capitaine de l'ordre des chevaliers du duché de Démitrie ajouta qu'ils avaient déjà commencé à accepter les demandes d'inscription et que des milliers étaient attendus rien que pour la journée. Jonathan observa l'horizon, perplexe, tandis que le brouhaha grossissait autour d'eux. Quelqu'un appela le capitaine à l'aide, et celui-ci, les lèvres serrées, se demanda s'il n'était pas réellement plus de 10 000. Jonathan saisit alors une lettre malgré la sueur qui lui coulait sur le visage. Il lut qu'elle provenait d'un certain Favire, âgé de 39 ans, ancien membre de l'ordre nocturne de la prestigieuse maison Umberto, capable de manier une aura de 3 étoiles. Le capitaine ouvrit grand la bouche. Il était stupéfait qu'un tel bretteur veuille rejoindre non pas un ordre d'élite, mais une simple armée privée. Le garçon, la tête baissée, avoua qu'il ne s'était pas attendu à voir des hommes de cette trempe répondre à l'appel. Un autre chevalier confirma sa présence, et Jonathan murmura qu'outre Favire, une multitude de talents s'était rassemblée. Le capitaine, imaginant la figure imposante du jeune maître d'Émitrie, estima que tous étaient venus pour apprendre de lui, et que c'était précisément cela qui les avait attirés ici. Soudain, l'homme plissa les yeux, frappé de stupeur. Appuyé à la table, il demanda comment cet individu avait pu arriver jusqu'à eux. On distinguait la photo d'un ancien commandant des chevaliers de la famille Memphis, dans l'empire de Chronos, un certain Fred. Un peu plus tard, la vue s'ouvrit sur un palais. Le marquis, fronçant les sourcils, s'emporta en disant que, pour une seule victoire, on s'était empressé d'aller servir Démitrie. Puis il demanda de répéter la dernière information. Le jeune homme à son service expliqua que le commandant Fred ne s'était pas présenté depuis une semaine. Le marquis, assis à table, ordonna d'envoyer quelqu'un vérifier cela, mais on lui répondit que la maison du commandant était vide. Les pupilles du seigneur se rétrécirent lorsque son assistant ajouta qu'ils avaient reçu la confirmation que Fred et toute sa famille avaient utilisé une porte de téléportation. Un portail magique apparut un instant dans son esprit, et l'homme reprit en disant que leur destination avait été Gortas. Le noble imagina des silhouettes encapuchonnées, songeurs, Gortas, ces terres récupérées par l'héritier d'Émitrie. Le marquis serra le poing et demanda si le commandant des chevaliers de Memphis avait réellement déserté pour rejoindre Démitrie. Peu après dans la salle du trône de Chronos, le marquis mit alors un genou à terre et annonça que la situation actuelle ne laissait guère de doute. Le marquis, tourné vers l'empereur de Chronos, déclara qu'il ne pourrait empêcher l'exode des talents de l'Empire avec de tels événements. Sur son trône, l'empereur décréta que tous ceux qui trahiraient Chronos, quel que soit leur rang, devraient être éliminés ainsi que leurs familles. Des éclaboussures de sang semblèrent jaillir dans son imagination lorsqu'il ajouta que Chronos n'avait pas besoin de tels êtres. Le marquis s'inclina en affirmant qu'il accomplirait sa volonté. Le seigneur, le visage dur, songea qu'on racontait que Démitrie enseignait à ses guerriers personnels un style de combat unique. L'homme plissa brusquement les yeux. Alexandre, dit-on, avait été l'un des fondateurs de l'Aura. Même s'il avait abandonné ce chemin pour devenir mage, il demeurait curieux de découvrir l'étendue de ses arts martiaux. L'empereur mordit ensuite ses lèvres, fixant l'horizon. Le paladin murmura que si ces fragments envoyés réussissaient l'examen, il pourrait tester ses propres techniques sur eux par contrôle mental. De hautes piles de documents se dressaient sur une table. On expliqua que plus de 100 000 personnes avaient postulé pour intégrer l'armée privée de Roman Démitrie. Même après la première sélection, des dizaines de milliers de candidats restaient. La secte AO dut mobiliser toutes ses forces pour mener les enquêtes préliminaires et les vérifications d'identité. Certaines photos étaient barrées d'une croix. La moindre incohérence dans les informations menait à une disqualification immédiate. On annonça qu'après 2 semaines d'épreuves, les listes pour le 3e tour étaient enfin prêtes. Une immense armée apparut alors. Le narrateur précisa que sur 5 000 candidats, seuls 500 seraient sélectionnés pour l'armée privée, mais que les autres rejoindraient tout de même l'armée régulière de Démitrie. Les mains croisées à l'arrière, Chris cria qu'il allait maintenant expliquer le déroulement du 3e test.
Il affirma que l'épreuve était simple. Leurs aînés, derrière lui, avaient accompli de hauts faits au nom de Démitrie. Chaque candidat devait en choisir un, lui compris, pour l'affronter. Le lieutenant de Romane précisa, la mâchoire ouverte, que la victoire n'était pas la seule condition de réussite. Même en cas de défaite, un niveau suffisant pouvait leur assurer la réussite. Chris appela aussitôt le premier candidat, et Favir sourit largement. Le guerrier nota que l'épreuve, en soi, n'était pas compliquée. Observant les visages menaçants devant lui, il se demanda s'il devait affronter un inconnu ou un adversaire dont il connaissait la force. Puis, le sourire aux lèvres, il avait choisi. Le regard de McBurney devint grave. Favir savait que McBurney était un diplômé du camp d'entraînement du Sud, réputé pour son escrime gauchère exceptionnelle. Fixant les soldats, Favir pensa qu'il était lui-même gaucher et que cela ne l'impressionnait guère. Il annonça alors qu'il choisissait McBurney. Chris, placé entre eux, expliqua que la durée du combat serait limitée à 3 minutes et que la réussite dépendrait entièrement du déroulement de l'affrontement. On vit soudain apparaître une lame étincelante, et l'on entendit que le duel pouvait commencer. Sans prévenir, le combattant s'élança de sa position. Le chevalier, qui se rapprochait rapidement, comprit aussitôt que, privé de l'usage de son bras droit, il ne lui resterait plus beaucoup d'options. Mais contre toute attente, l'escrimeur se déroba brusquement sur le côté. On le vit frapper le sol du pied avant de balayer l'air d'un mouvement furieux. McBurney se rejeta en arrière avec une vivacité hors du commun. Favir serra les dents, songeant que McBurney perdait son équilibre. Une seconde plus tard, McBurney roula sur lui-même, tournoyant comme une vrille humaine. Il enchaîna une pluie de coups qui s'abattirent sur son adversaire. Favir, haletant, para son assaut en brandissant son épée devant lui. Tout en jaugeant son adversaire, il se demanda par quel étrange jeu de jambes ce McBurney contrôlait ainsi la distance. Il marmonna qu'avec un seul bras, il devrait bien finir par céder. Les yeux de l'escrimeur s'écarquillèrent de rage. Il venait d'entrevoir l'ouverture qui l'attendait. Le chevalier écarquilla brusquement la mâchoire, puis une explosion retentit. Une épaisse fumée envahit l'arène. Lorsque l'air dissipa la poussière, il était assis au sol. Le combattant déclara qu'il avait perdu. Chris annonça alors que le prochain candidat serait Tames. Tout en se caressant le menton, il pensa que, vu son propre niveau, il devrait absolument choisir un adversaire plus faible. Il plissa les yeux, incapable de se décider, jusqu'à ce qu'il aperçoive un jeune garçon. Le garde pointa l'index vers lui et déclara qu'il le choisissait. Le blond demanda alors à Inde d'avancer. En souriant, Tames murmura qu'il avait de la chance. Ce nom ne lui disait absolument rien. Le jeune homme encapuchonné affirma que ce candidat échouerait sans aucun doute. Mais l'un des candidats répondit, en détournant légèrement le regard, qu'en jugeant par sa carrure, il avait plutôt de bonnes chances de l'emporter. Le spadassin expliqua ensuite que les soldats privés de la famille Démitrie, ceux qui avaient combattu sur les fronts sud et ouest ainsi que lors de la bataille de Valhalla, étaient des guerriers invincibles n'ayant jamais connu la défaite, et que les faibles n'avaient jamais survécu jusque-là. On entendit alors qu'ils pouvaient entamer le duel. À la stupéfaction générale, Int bondit aussitôt vers son adversaire. Le combattant ajouta dans un souffle que nul ici n'avait compris le véritable objectif de cette épreuve et que tous en manquaient le sens profond. À cet instant, le jeune garçon frappa le visage de Tames avec une violence fulgurante. L'instant d'après, Tames s'effondra. Le garde déclara que quiconque ne pensait qu'à son adversaire et non à ses propres capacités ne pouvait réussir la troisième épreuve. Le candidat s'écrasa face contre terre. Le jeune homme, l'épée à la main, entendit l'annonce, Tames était éliminé. Les guerriers, stupéfaits, échangeaient des regards. Comment un garçon d'une constitution si frêle avait-il pu terrasser Tames? Int, les sourcils froncés, appela le suivant et lança, d'un ton acerbe, qu'il ne restait donc pas un seul imbécile assez courageux pour le défier. La bouche ouverte, un candidat lui cria qu'il n'était qu'un insolent. Puis, en avançant d'un pas, l'un d'eux déclara qu'il serait le prochain. Le colosse se plaça face à son adversaire. Int esquissa un léger sourire, mais son regard demeura grave. L'un des candidats murmura que ceux qui surestimaient leur force et sous-estimaient les soldats personnels de Démitrie s'éliminaient d'eux-mêmes. Le combattant se rua en avant, convaincu qu'il ne gagnerait qu'en prouvant sa vraie valeur. Chris serra les poings. Le nouvel candidat déclara qu'il affrontera Chris, et le blond accepta sans hésiter. En retirant sa capuche, le candidat pensa qu'il suivait la voie d'un guerrier d'élite en tant que capitaine des chevaliers de la maison Memphis. Dévoilant son épée, il se dit qu'il occupait la 10e place du classement de l'Empire de Chronos, et que s'il voulait renoncer à son statut impérial pour devenir citoyen de Démitrie, il devait marquer les esprits de manière décisive. L'instant suivant, le guerrier d'élite dégaina son arme. Chris lui demanda d'y mettre toute sa force.
Fred s'élança soudain. On le vit prendre appui sur le sol avant que les deux bretteurs ne se rapprochent d'un pas fulgurant. Les lames jaillirent. L'ancien capitaine impérial serra les mâchoires. Fred balaya alors l'air d'un coup chargé d'une aura puissante. Fred poussa un cri farouche, une lumière éclatante déchira l'arène et des rayons magiques fusèrent derrière eux. Chris esquissa un sourire en coin. Une nouvelle explosion retentit. Fred, le souffle court, tendit son épée devant lui. Il comprit que l'aura de Chris n'atteignait certainement pas le niveau des 5 étoiles. Et pourtant leur fulgurance se valait. Une aura bleutée enveloppait le blond. À cet instant, l'ancien capitaine murmura que Démitrie était décidément un lieu impossible à comprendre. Il déclara qu'il ne pouvait se permettre de reculer, pas alors que sa famille dépendait de lui. On vit une traînée lumineuse tracer le sillage d'un coup d'épée. Le jeune homme se projeta en avant. Le vice-capitaine esquissa un sourire. Fred avait réussi. Le blond frappa son adversaire en pleine poitrine. L'arme toucha le capitaine, qui se demanda à quel moment son rival avait rengainé sa lame. Le chevalier ouvrit la bouche, souffrant. Plus tard, gisant sur la couverture où on l'avait allongé, l'ancien capitaine se demanda s'il avait réellement perdu. En portant son poing à son front, il admit que son jugement avait été correct. Démitrie était bel et bien la seule force capable de tenir tête à l'empire de Chronos. En se relevant, Fred vit une foule se rassemblant. Fred mordit ses lèvres en comprenant que Kevin et Chris disputaient désormais leur match en parallèle. Kevin était entouré d'une force sombre. Un bouclier gris apparut. Logan, le visage grave, reconnut aussitôt ce pouvoir. Logan, tournant la tête, ne comprit pas immédiatement quel adversaire avait défié Chris. Une brume blanche tourbillonnait autour du garçon. Le bretteur était le 3e meilleur de Valhalla et le 6e du continent, et le seul parmi les 12 premiers à avoir atteint son rang avec une simple aura de 5 étoiles. Le classé ouvrit la bouche, disant qu'il avait presque fini par s'endormir en attendant. On explique alors qu'il est le plus grand prodige épéiste du continent, le bretteur errant, Arès. Après avoir présenté le guerrier déchu, l'homme expliqua qu'il disait être né à Valhalla, qu'il y avait brisé tous les records et devint, à un âge inouï, le plus jeune combattant de l'histoire à gravir les rangs avec une telle fulgurance, comme s'il appartenait à une catégorie de génie que nul n'osait comparer. Le capitaine raconta alors que le bretteur, bondissant jadis si haut dans les airs qu'on le distinguait à peine, portait le titre de plus grand épéiste du continent parce qu'il avait vaincu les maîtres d'aura les plus réputés sans jamais recourir à la moindre étincelle d'aura. Il n'avait utilisé que les techniques de l'âme qu'il avait lui-même façonnées. L'empereur de Valhalla avait passé plus d'une décennie à tenter de gagner sa loyauté. Mais Arès, murmurait-il, n'avait jamais prêté allégeance à quiconque. Jonathan, les bras croisés, ajouta qu'en dépit de ses origines valhaliennes, Arès avait vécu comme un bretteur errant, libre de tout maître et de toute bannière. L'homme, couvert de sueur, peinait à croire qu'un être pareil voulut rejoindre l'armée personnelle de l'héritier des Démitrie. Rien, dans cette situation, ne paraissait juste. Un instant plus tard, le jeune combattant s'élança. Une lueur éclatante surgit devant les duellistes. Chris, la mâchoire contractée, estima que même Diego, lorsqu'il ravageait tout avec sa seule aura, n'égalisait pas une telle intensité. Le garçon esquissa un léger sourire, et le blond songea que cette maîtrise de l'escrime méritait d'être comparée aux techniques légendaires d'Azura. Soudain, les guerriers reculèrent en montrant les dents. Le sous-capitaine des chevaliers Démitrie Grom-la-Caresse ne laissait jamais la moindre ouverture. Une seconde plus tard, Chris utilisa la technique de la coupure instantanée, laissant derrière lui une traînée magique. La lame sembla se figer devant le front d'Arès. Et pourtant, le bretteur para le coup. Chris, fronçant les sourcils, resta stupéfait. Jamais personne n'avait réagi à une coupure instantanée. La bouche entr'ouverte, le jeune chevalier déclara que l'éclair de Démitrie portait décidément bien son nom, et espéra que son adversaire tiendrait jusqu'au bout. Comprenant qu'un simple tremblement de sa lame signerait sa défaite, il serra les dents. Une nouvelle lueur jaillit. De son côté Kevin affrontait Logan. Les combattants, médusés, contemplèrent la puissance destructrice de l'aura de Logan, et certains affirmèrent que son surnom de fer était amplement mérité. L'un des guerriers saignait déjà. Kevin soupira, les deux piliers de Démitrie pourraient tomber aujourd'hui. Logan, un sourire aux lèvres, pensa que l'avantage penchait enfin de son côté. Kevin ferma la mâchoire, essayant tant bien que mal de résister. Sans prévenir, son adversaire le heurta violemment avec son bouclier, projetant le subordonné du héros en arrière. Le jeune homme fronça les sourcils, dérouté. La bouche grande ouverte, Logan libéra alors la technique cachée de la vague d'aura. Une puissance tourbillonnante se répandit autour de lui. Évitant les rayons magiques, Kevin songea que la véritable incarnation de la lame de son maître n'était ni Chris ni Fernando. Kevin comprit qu'il devait devenir, lui-même,
cette lame qui représente le maître. Les veines gonflées, le guerrier hurla. Un sourire menaçant étira ensuite ses lèvres. Logan serait vaincu, et toute la planète reconnaîtrait enfin sa maîtrise. Le candidat, les lèvres entr'ouvertes, se demanda s'il riait vraiment, puis chuchota qu'il verrait s'il garderait ce calme lorsqu'il se battrait à pleine puissance. Une explosion retentit. L'épéiste Dora déclencha alors la première technique, et deux forces titanesques s'entrechoquèrent. Le chevalier, stupéfait, constata que son adversaire avait tenu. Le subordonné du protagoniste se rua alors en avant. Kevin déclara, en plissant les yeux, que c'était au tour de Logan de parer. La magie scintilla derrière son cou, tandis que le jeune homme frappait avec fureur. Se protégeant derrière son bouclier, Logan maugréa que cette charge suicidaire risquait d'emporter les deux combattants. Les yeux de l'épéiste Dora devinrent rouge sang. Le candidat, frissonnant, se demanda s'il avait affaire à un démon. Le guerrier enfonça fermement ses pieds dans le sol. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Une force obscure enveloppa le garçon, qui utilisa la troisième phase de la première technique du démon céleste. Une seconde plus tard, une explosion fit trembler l'air. Le bouclier de Logan heurta la terre et le candidat, s'effondrant, déclara qu'il se rendait. Tous restèrent bouche bée. Kevin poussa alors un long soupir. Le subordonné du héros, encore haletant, se tourna vers Chris. Le blond détourna le regard. Le jeune homme serra la garde de son arme et, fixant l'horizon, affirma que si le sous-capitaine des chevaliers Démitri l'avait vaincu, alors il serait son prochain adversaire. Les pupilles de Kevin se teintent de rouge. Le guerrier en face de lui se demanda s'il souhaitait réellement le remplacer, trouvant l'audace presque insolente. Serrant les dents, Chris maugréa que les gens croyaient à une rivalité entre Kevin et lui, mais que cela commençait à lui peser. Il se rappelait qu'il était né avec Laura, tandis que Kevin n'était qu'un gamin des bas-fonds. Pourtant, tous prétendaient qu'il était son rival. Brusquement, une aura bleue enveloppa son corps. Il déclara qu'il prouverait qu'il resterait toujours le véritable numéro 2 des Démitri. Arès tourna son regard vers son adversaire. Une seconde plus tard, le sous-capitaine se projeta en avant, fonçant vers lui comme un éclair. Le bretteur esquissa un sourire tranquille et annonça qu'il s'agissait d'une nouvelle technique, alliant l'éclat de l'aura au déplacement instantané. On vit alors le jeune homme suspendu dans le ciel, avant qu'une pluie de coups retentisse. Arès évita les explosions en bondissant vers l'arrière. Arès contre-attaqua aussitôt, il s'élança vers l'avant. L'instant d'après, il se trouvait dans les airs, nez à nez avec Chris. Chris, désorienté, entr'ouvrit les lèvres. La sueur perlant sur ses tempes, il se demanda comment leur vitesse pouvait être si proche. L'épéiste fit tournoyer sa lame et une fine cicatrice se dessina sur la joue du sous-capitaine. Deux puissances se heurtèrent une fois encore. Le guerrier afficha un sourire triomphant. Ses coups traçaient des étincelles magiques derrière eux. Voyant la joie sur son visage, Chris reconnut que, hormis leur maître, il n'avait jamais vu une escrime pareille. Preuve que la réputation de génie de la lame d'Arès n'avait jamais été une simple rumeur. Arès étira un sourire menaçant et déclara qu'à présent, puisqu'il avait déjà testé toute sa puissance, il était temps d'en finir. Les pupilles du blond se rétractèrent aussitôt. Au même moment, Roman intervint. Cela suffit. Marmonna Roman d'un ton calme mais lourd. Les bras croisés, il annonça que l'épreuve prenait fin ici. Tous les combattants tournèrent la tête vers lui. Le génie de la lame demanda, avec un sourcil relevé, s'il avait bien affaire à l'héritier de la famille Démitri. Le protagoniste, détournant légèrement le regard, se convainquit qu'il devait s'agir d'Arès. Observant la structure du corps du bretteur, il murmura que le flux de son aura ne suivait aucun schéma traditionnel, avant de se demander s'il avait réellement créé son propre système personnel. Le guerrier abaissa son épée et déclara que c'était un honneur de le rencontrer. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat émeraude lorsqu'il précisa que, même si sa demande était brutale pour une première rencontre, il ne serait pas contre l'idée d'un duel personnel où il pourrait lui transmettre tout son savoir. Le sang, ajouta-t-il, bouillonnait dans ses veines et refusait de se calmer. En le voyant, Roman pensa aussitôt au démon de l'épée qui faisait partie des 4 rois célestes ayant servi Roman dans son ancienne vie, et qu'il avait mené une vie d'une rare excellence. Plusieurs lames apparaissaient alentour, et le protagoniste précisa qu'à chaque nouvelle technique martiale rencontrée, cet homme l'incorporait à sa propre voix, sculptant un chemin unique. Au présent, Arès esquissa un bref sourire. À cet instant, Roman remarqua combien ce garçon ressemblait au démon de l'épée. Roman croisa à nouveau les bras, calculant que si Arès continuait de développer ses techniques dans cette direction, sa maîtrise deviendrait bientôt complète. Le protagoniste affirma qu'il détestait ceux qui ignoraient leur place. Si Arès voulait vraiment l'affronter, il accepterait volontiers son défi, mais qu'il sache une chose, après leur duel, il serait disqualifié.
Roman lui demanda alors s'il souhaitait toujours se battre. Arès afficha un sourire en coin, il se dit que s'il comprenait bien, même le plus grand génie du continent ne lui servait donc à rien s'il désobéissait aux ordres. Refermant son épée, le bretteur pensa qu'il ne l'avait même pas encore touché, et qu'il pouvait déjà sentir son esprit combatif de loin. Les rumeurs concernant l'héritier d'Émitrie, conclut-il, n'étaient donc pas exagérées. Il s'inclina légèrement, déclarant qu'il ne souhaitait pas être disqualifié et s'excusant pour son attitude déplacée. Roman détourna le regard avec satisfaction. Un nombre impressionnant de guerriers se rassembla bientôt, et le protagoniste annonça que le 3e test s'était achevé quelques jours plus tôt. Environ 600 participants avaient passé l'épreuve et se tenaient maintenant dans la zone prévue pour le 4e test. Les combattants se regroupaient, certains s'interrogeant sur la nature de ce nouveau défi, doutant qu'il fût aisé. Sur les visages tendus, certains semblaient sereins, d'autres moins. Fred paraissait grave, l'inquiétude se lisant sur son visage. Tandis qu'Arès affichait un sourire satisfait. Le protagoniste frappa le sol du pied. Les bras croisés, il les félicita d'avoir réussi le 3e test, chacun ayant démontré des aptitudes remarquables. Puis, Roman annonça le début immédiat de la 4e épreuve. Les jeunes hommes restèrent bouche bée lorsqu'ils l'entendirent révéler qu'ils savaient que des espions d'autres nations se trouvaient parmi eux. Ils disposaient exactement de 10 minutes. Face aux candidats, Roman expliqua que quiconque révélait son identité dans le temps imparti serait épargné, il le jurait sur l'honneur des Démitries. La sueur coulait sur les joues de plusieurs garçons. Le protagoniste dégaina alors son épée. Baissant le regard, il déclara que quiconque refusait d'avouer serait exécuté de ses propres mains. Un guerrier serra les poings, convaincu d'avoir été découvert. Le jeune homme, le regard fixé droit devant lui, songea que l'héritier d'Émitrie était surnommé le diable du champ de bataille et qu'il ne faisait jamais de prisonniers. Fermant les yeux, il pria intérieurement pour que Dieu le protège. Un épéiste leva la main et demanda s'il les épargnerait réellement. Sortant de la foule, un garçon confessa qu'il avait participé à l'épreuve sur ordre de l'État de Valhalla. Il tendit la main et supplia qu'on lui accordât la clémence. Le protagoniste répondit que c'était une décision judicieuse. Deshan, transpirant abondamment, fut stupéfait qu'il connaisse son nom. Le protagoniste abaissa son arme et confirma qu'il tiendrait parole. Le jeune homme le remercia aussitôt. Puis un autre, surgissant brusquement, avoua être un espion de Cronos et implora sa miséricorde. Chris, perplexe, se demanda combien d'agents étrangers avaient réussi à s'infiltrer dans les épreuves d'Émitrie. Descendant les marches, le protagoniste annonça qu'il leur restait une dernière chance. Marchant lentement parmi les candidats, il précisa qu'il ne restait qu'1 minute. Il s'approcha soudain d'un garçon roux qui, intérieurement, pensait au fait que sa famille était menacée et qu'il ne pouvait se révéler. Les dents serrées, il se demanda si c'était vraiment ainsi qu'il allait mourir. Roman déclara alors que la 4e épreuve était terminée. Une goutte de sueur glissa sur la joue d'un chevalier. Le protagoniste, plissant les yeux, expliqua que ceux qui avaient avoué étaient exclus et que les autres passaient l'épreuve. En longeant les recrues, il affirma qu'il savait que des espions restaient parmi eux. Ils vivaient encore parce qu'ils n'avaient pas porté atteinte à Démitrie. Il ajouta que 2 voies s'ouvrent à eux. Roman annonça qu'ils devront choisir, renoncer à leur passé et le suivre, ou trahir Démitrie. Souriant, Roman les félicita et affirma qu'à partir d'aujourd'hui et pour toujours, ils font partie de son peuple. Un peu plus tard, Chris, les mains derrière le dos, lui demanda pourquoi il avait épargné les espions, avouant qu'il ne comprenait pas. Le protagoniste tapa du doigt sur la table. En imaginant une immense toile, il répondit que même s'il dirigeait une grande organisation d'espionnage, il serait incapable de contrôler parfaitement des agents infiltrés. Assis sur une chaise, il demanda au blond s'il pouvait, lui, surveiller toutes les actions de chaque espion de l'Empire. Chris admit que non. Une seconde plus tard, Roman se leva lentement. Contemplant la fenêtre, Roman déclara qu'il montrerait, contrairement au contrôle total, comment les choses se faisaient réellement à Démitrie. Le protagoniste ajouta, alors que si Chris était un espion de Cronos l'ayant rencontré en personne, il demanda si Chris pourrait toujours le trahir sans la moindre hésitation. Les pupilles du jeune homme se rétrécirent aussitôt. Posant une main contre sa poitrine, il s'exclama qu'il ne le trahirait jamais, ajoutant qu'ils allaient commencer les préparatifs de la prochaine étape. Plus tard, ailleurs, Alexandre apparut au sommet d'une montagne. Une lueur éclatante jaillit entre les mains d'Alexandre. Les yeux de l'empereur millénaire s'illuminèrent d'un jaune irréel, tandis qu'il murmurait qu'il entamait, lui aussi, les préparatifs pour l'étape suivante. L'instant d'après, le créateur d'Aura libéra une force dévastatrice. Une explosion retentit devant lui. Le paladin esquissa un sourire, tandis que les alentours se consumaient avec une rapidité terrifiante.
C'est alors qu'une voix, venue d'une autre dimension, déclara qu'elle vérifierait si l'héritier de la famille Démitrie pourrait réellement supporter sa puissance. Baissant la tête, Alexandre pensa que ces fragments s'étaient enfin ancrés en Démitrie et qu'il finirait par révéler les secrets de ses techniques de combat, afin de les lui offrir. S'imaginant vieillard revenu d'un passé lointain, l'empereur millénaire affirma qu'il était l'origine même de l'aura et qu'il disséquerait chaque mouvement, chaque méthode, pour montrer au monde entier à quel point son rival était insignifiant. Face au protagoniste, le paladin ajouta qu'il l'effacerait de la surface du monde simplement pour prouver que la voie de la magie était la seule véritable. À cet instant, un portail magique s'ouvrit derrière lui. Un parchemin lévitait au-dessus des paumes du mystique, qui se tourna vers son maître pour lui annoncer qu'un message venait d'arriver de Dimitri. Lorsque le créateur d'aura se retourna, il lut qu'il s'agissait d'invitation à un festival d'escrime. Tenant la lettre entre ses doigts, Alexandre demanda si Romane avait osé organiser une telle célébration, une cérémonie de démonstration d'art martial. L'empereur esquissa alors un sourire menaçant et se demanda quelle idée aussi impertinente avait bien pu germer dans son esprit. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu et laissez votre impression en commentaire.